Bonjour à toutes et tous, Christophe Baron. La table ronde pour sujet l'IA, causalité, explicabilité et confiance. Je vais me permettre de faire une rapide introduction, mais avant je vais demander à ce que chacun d'entre vous présentiez, s'il vous plaît. Bonjour, donc Emmanuel Keita, j'ai créé ma société il y a 2 ans autour de ce que j'appelle l'intelligence augmentée pour la décision. Voilà, c'est tout ce qui concerne des outils technologiques à forte valeur ajoutée décisionnelle, avec cette idée de pouvoir interagir et puis d'avoir de l'explicabilité. Sinon, j'ai contribué au rapport Villani il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, je fais œuvres de vulgarisation aussi. Oui, bonjour à tous. Donc François Hubert Dupuis. Donc moi je suis data scientist au Data Lab de BNP Paribas Global Market. Donc pour donner quelques éléments de contexte, donc BNP Paribas Global Market, donc c'est l'entité de BNP qui est chargée des activités de marché de BNP. Et donc nous on développe essentiellement des applications pour la vente de BNP, donc les vendeurs qui travaillent en lien avec les traders pour interagir avec les clients. Tous. Donc je suis Christophe Bourguignat, je suis un des cofondateurs de la société Zelrose. Donc on développe une technologie à destination des assureurs. On existe depuis 3 ans. Et en général, je ne le dis pas, mais là je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc le nom Zelrose est issu en fait, d'un réseau de neurones de type récurrent, à l'époque codé par Karpathy. On citait Stanford, donc qui est un enseignant chez Stanford. Donc à partir de 130 000 noms d'entreprises récoltés sur une base qui s'appelle TechCrunch, on a entraîné ce réseau et ensuite on lui a demandé de générer des noms d'entreprises. On est plutôt d'origine technique et pas très marketing, donc on a laissé la machine générer le nom de la société et ça a donné Zelrose. Merci. Donc je vais me permettre de faire une rapide introduction. Les managers ont besoin de comprendre les phénomènes afin de prendre des décisions. Alors bien sûr, des algorithmes peuvent être mis en place sur de simples règles métiers élaborées à la main. Mais l'intérêt de l'IA, c'est d'enrichir la compréhension par des règles complexes, par des décisions apprises par la machine et illisibles par un cerveau humain, car basées sur des centaines de variables. Alors nous verrons comment l'IA peut aider en abordant les notions de causalité, explicabilité et confiance. Alors, déjà quelques définitions. La causalité, ça désigne la relation de cause à effet. L'explicabilité, ça sous-entend que nous sommes capables d'expliquer et de comprendre le monde. Et enfin, la confiance, c'est un sentiment d'assurance, de sécurité envers quelque chose ou quelqu'un. Nous verrons que le machine learning adresse des problématiques de corrélation avec beaucoup de données, mais ne met pas en évidence la causalité. On verra comment l'IA a donc besoin d'être enrichie par des expertises métiers et la compréhension de processus qui ont généré des données. Emmanuel nous éclairera sur les réseaux bayésiens qui combinent les probabilités et les graphes causaux qui permettent de mettre en relation le monde réel et la data. L'intérêt est de rapprocher la machine du raisonnement humain en optimisant la fiabilité, la confiance et la compréhension des phénomènes. Voilà. Emmanuel, il l'a dit très rapidement, il est dirigeant de Sundiata, c'est une société en intelligence augmentée décisionnelle, statisticien, il a contribué en 2018 au rapport Villani, et il est l'auteur d'un article intitulé les potentialités des réseaux bayésiens et qui est paru ce mois-ci. Je vous invite à le regarder dans le hors-série Défense et sécurité internationale. Alors d'autres approches, on le verra, permettent aussi d'aborder ces enjeux. C'est ce que nous verrons à travers des applications bien concrètes dans le domaine de la banque, chez BNP Paribas avec François Hubert Dupuis, qui est data scientist. Nous verrons comment cette IA peut aider à vendre, à automatiser des opérations simples avec confiance afin d'éviter des erreurs qui peuvent bien évidemment coûter cher. Dans le domaine de la vente et de l'assurance chez Zelrose, on verra avec Christophe Bourguignat, le CEO, on verra comment cette IA peut aider à optimiser les ventes en aidant les commerciaux au travers de la compréhension du profil client, puis d'éventuelles recommandations sur les meilleurs produits, des meilleurs arguments et des meilleurs prix. Nous verrons aussi que l'IA aide les gestionnaires aussi de sinistres, donc voilà, afin de classer les demandes.
Je vous remercie et je vais laisser la parole à Emmanuel. Tout d'abord, c'est avec une certaine émotion que je suis là ce matin, parce que il y a exactement 20 ans, j'étais sur l'un de ces bancs en train de réfléchir à est-ce que j'aurais mon stage ou pas pour valider mon DESS d'ingénierie de la statistique et base de données, première promotion de Gilbert Saporta qui est ici présent. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à l'histoire assez intéressant. Donc nous allons parler de... S'il veut bien se mettre en route. Donc d'explicabilité, de causalité, de confiance. Alors moi j'aborde ça avec le regard d'un statisticien qui accompagne dans la prise de décision. Voilà, je me suis formé au machine learning il y a 3 ans et je suis tombé dans un cours de Python pendant une bonne semaine et je me suis dit c'est plus fait pour moi, j'ai une vie passée dans l'entreprise, j'ai été auprès des décideurs et je faisais le pont entre l'informatique justement et ces personnes-là. Et je cherchais un outil qui m'aide à utiliser mes compétences en probabilité statistique, ma compréhension des processus de l'entreprise, des besoins des décideurs, et leur apporter de la valeur ajoutée brute pour leur prise de décision. Et donc, j'ai rencontré sur cette quête les réseaux bayésiens, et donc depuis, je fais... Alors, des études du conseil, on a parlé des difficultés qu'il y avait dans ce domaine. De moins en moins d'études parce que, voilà, il y a tous ces fantasmes qu'il faut démonter, etc. C'est des processus assez longs. Et de plus en plus de conférences, de vulgarisation auprès des décideurs, autorités, investisseurs, et puis du grand public aussi, de la vulgarisation, et puis de la formation à l'intelligence artificielle via les réseaux bayésiens. Donc vous allez voir avec des ronds, des flèches. C'est le défi de cette introduction, c'est de vous présenter l'intelligence artificielle d'une autre façon. Et pour avoir confiance, il faut toucher du doigt. Et puis on va voir concrètement ce que ça peut donner. Alors si on veut savoir à qui on s'adresse, il faut donner des caractéristiques. Alors première caractéristique, on va se faire un petit graphique. Quand on travaille dans le monde de l'IA ou quand on est scientifique, on fait des modèles. Et un modèle, c'est une représentation biaisée de la réalité, c'est-à-dire on va simplifier les choses pour que ça marche. Et donc, quand on fait ce modèle, il y a un but. Le but, c'est soit de la corrélation, c'est-à-dire on veut savoir si des choses se produisent en même temps, ou voilà, qu'est-ce qui peut se passer. Donc, en gros, on va prendre une loupe et on va explorer les données, on va essayer de trouver des formes, un peu comme si, c'est le data mining. Voilà, on va trouver un filon et on va explorer ce filon, on ne savait pas qu'il était là. Et puis, il y a la partie causalité qui, elle, va un peu plus loin, c'est-à-dire on veut agir sur l'environnement et savoir ce qui se passe. L'exemple que je donne souvent, c'est quand il pleut, il y a des escargots, c'est une corrélation, mais si je prends un escargot que je le mets dehors, il ne va pas pleuvoir. Donc on voit que la causalité, c'est bien de savoir que c'est la pluie qui fait sortir les escargots et pas le contraire. Et donc quand on est dans des dimensions infinies, les choses deviennent vite complexes. Et puis l'autre dimension, justement, c'est la quantité de données. Donc la quantité de données, quand on fait des modèles, depuis la nuit des temps, il n'y avait pas de données, donc on a de la théorie et on va faire des expériences. Et puis, depuis quelques années, l'explosion de la data qui a permis cet essor que nous connaissons. Et puis, donc on veut connaître l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de machine learning. Où se trouve le machine learning sur notre cartographie ? Il se trouve en haut à gauche. Et donc la question se pose de savoir qu'est-ce qui adresse les autres problématiques qu'on se pose en modélisation. Machine learning, c'est je prends des données pour apprendre. Et donc, en effet, on peut pousser le machine learning vers la causalité, mais pour pousser le machine learning vers la causalité, il faut comprendre les choses, donc on a besoin de l'humain, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le machine learning, par définition, si on revient à prendre des données, la donnée étant essentiellement stupide tant qu'on n'en fait rien, avec le machine learning, on ne peut pas faire de causalité, on va trouver des corrélations. Le but des corrélations, c'est de répondre, le but de la causalité, c'est de répondre aux questions fondamentales qui sont pourquoi les choses arrivent, qui est responsable. Voilà, il y a de la pluie, il y a des escargots, etc. Et des champignons, est-ce que ce sont les champignons qui font qu'il pleut ? Voilà, et donc pour faire tout ça, on a besoin d'expertise humaine. Et c'est là que les machines ne prennent pas de risques. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a notre rôle à jouer. Et avec le machine learning et toutes ces technologies qui émergent, on a de plus en plus de rôles à jouer. Et c'est ça le message que je fais passer à travers l'intelligence augmentée, c'est que
La véritable intelligence, elle n'est pas dans les données. On apprend en statistique que la donnée est stupide. Voilà. La véritable intelligence est dans les processus et dans la compréhension des processus qui ont généré ces données. Et donc les réseaux bayésiens sont une technologie qui permet de couvrir tout ce champ-là. Donc deep learning, etc., ben, c'est en haut à gauche. Machine learning, les réseaux bayésiens en font. Et puis on peut aussi faire, avec très peu de données, simuler des choses. Alors premier exemple, votre premier réseau bayésien, si vous n'en avez jamais fait, vous êtes un juré qui est confronté à un accident avec délit de fuite. Donc quelqu'un a été renversé par une voiture. Et puis on vous pose la question, ben voilà, il y a un témoin tout à fait fiable, et le témoin affirme que le taxi est blanc. On vous demande, voilà, posez votre jugement. Forcément, on va condamner la société de taxi white. Sauf que, voilà, vous apprenez que dans la ville, il y a 15% de taxis white, les autres sont yellow, sont jaunes, et puis que le témoin à cette heure-ci de la nuit, on va dire que, voilà, il fait entre chien et loup, il est 18h30, la nuit tombe, ben, la capacité visuelle est remise en cause, donc une précision de 80%. Donc quand il nous dit que c'est jaune, on peut lui faire confiance à 80%, quand il nous dit que c'est blanc, on peut lui faire confiance à 80%. Est-ce que vous changez votre jugement? Non. Alors construisons notre réseau bayésien. Réseau bayésien, deux parties, partie qualitative. Donc la partie qualitative, c'est un dessin. Un enfant est capable de faire un réseau bayésien modélisé. On fait un rond, une flèche et le lien de causalité entre les deux. Et puis ensuite, on va mettre du quantitatif, c'est-à-dire la probabilité que les choses arrivent. Donc les taxis yellow sont à 85%, les white à 15%. Et puis, on va construire la table de contingence. On va commencer à croiser les probabilités. Donc la ligne bleue que vous avez en dessous, c'est sachant que le taxi est blanc, la probabilité que le témoin dise blanc, c'est 80, et puis la probabilité qu'il se trompe, c'est 20. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les probabilités marginales, c'est-à-dire en quelque sorte, on va sommer les probabilités sur les colonnes pour avoir un résultat total, et là on s'aperçoit que il y a quelque chose de surprenant. Dans le monde du témoin à l'heure de l'accident, il y a 71% de taxis yellow et 29% de taxis blancs. Donc la réalité de la perception des choses est faussée. La question se pose maintenant de savoir, est-ce que dans cette réalité faussée, les choses se passent bien? Donc, on va demander au réseau bayésien, sachant que le témoin, dans son monde à lui, il dit que c'est blanc, quel est l'impact sur le fait, quelles sont, dans la réalité vraie, la proportion de taxis impactés. Alors, ce qu'on n'a pas vu juste avant, c'est que quand même, on est passé de 15% de taxis white à 29% de taxis white. Et ce que je dis souvent, c'est que dans les probabilités, c'est pas le chiffre qui compte, mais c'est la variation qu'on a. Donc là, on voit un doublement de la perception des taxis white par le témoin. Et donc, une fois qu'on a demandé, le système, par la fameuse formule de Bayes, probabilité conditionnelle, on va conditionner notre hypothèse de départ par rapport à ce qu'on observe, et on s'aperçoit qu'en fait, quand le témoin dit que c'est blanc, c'est jaune à 58%. Et donc, il faut deux témoins qui affirment que c'est blanc pour basculer vers la partie blanche. Donc, réseau bayésien, c'est une manière de sécuriser, déjà, on le voit pour des décideurs, de sécuriser la prise de décision et de pouvoir aussi encoder son expertise assez facilement. Deuxième exemple, vous êtes une société automobile, vous avez investi dans une publicité, et puis vous voudriez savoir est-ce que votre publicité a rapporté de l'argent. Donc vous faites un sondage comme on en fait par Internet, on vous dit qu'il faut équilibrer les choses, donc vous prenez 50% d'hommes et de femmes, 50% de personnes qui ont conduit, pas conduit, 50% de gens qui ont vu la pub ou pas vu la pub, et puis vous voyez que dans les gens que vous avez interrogés, vous respectez 1300 personnes, etc. Et puis vous avez 52% qui ont acheté. La question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que quand ils ont vu la pub, ils ont acheté? Premier tableau, petit tableau croisé, voilà. C'est pas bon, ceux qui ont vu la pub n'ont pas acheté. On ne peut pas présenter ça au boss, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit truc tiens, et si on rajoutait le fait que c'est un homme ou une femme? Ah ouais, d'accord, donc sachant que c'est un homme ou une femme et qu'il a vu la pub, là, pour le coup, les stats sont bonnes. C'est super intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Si on remplace l'homme et la femme par le fait qu'ils ont essayé la voiture. Ah non, ça, il ne faut surtout pas le montrer, ça baisse partout. Et puis, si on combine les deux, alors là, on ne sait plus où on est, on ne sait pas ce que l'on veut, et la question se pose, quel est le tableau que vous montrez à votre boss? Dans la réalité vraie, c'est le premier. Ce n'est pas le premier. On aimerait bien montrer le second. Mais quelle justification est-ce qu'on y apporte?
En fait, la question qui se pose ici, c'est, et beaucoup de gens qui font de l'analyse de données ne font pas cette différence, c'est que quand on met des médicaments sur le marché, on ne le fait pas avec du machine learning, on ne le fait pas avec des... Voilà, on se donne des protocoles expérimentaux pour être sûr que ce n'est pas le thé qu'on boit le matin qui vous soigne, mais que c'est vraiment la molécule qu'on va vous donner. Et donc, ici, on est dans des données observationnelles, on n'a pas vraiment fait de protocole expérimental pour détecter les effets. Et si on veut détecter les effets, il faut mettre en place ces protocoles, sauf que là, on ne peut plus le faire. Les données sont présentes, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer? Eh bien, c'est là qu'interviennent une autre potentialité des réseaux bayésiens, c'est qu'on va être dans notre graphique, la flèche d'en bas, on va prendre un risque. On est obligé de faire un modèle. Et donc, le modèle qu'on se donne, voilà, c'est ce modèle-là. Il y a des gens, des hommes, des femmes, qui voient de la pub ou qui ne voient pas de la pub, et qui achètent ou qui n'achètent pas. Et puis, parmi ceux qui voient la pub, il y en a qui ont conduit la voiture ou pas, et ceux qui ont acheté ou pas. Vous êtes d'accord ou pas, ou on en discute, on a fait notre modèle. Ensuite, on va y inclure les probabilités, comme on a fait tout à l'heure pour le taxi. Et puis, on va faire de l'identification. On va se dire, mais voilà, dans notre modèle, quels sont les chemins causaux? Donc, un chemin causal, ça va partir de... Voilà, est-ce que l'effet de la pub influe sur l'achat? Donc on voit les chemins causaux qui se dessinent dans le sens des flèches. Par contre, ceux qui ne vont pas dans le sens des flèches ne sont pas causaux. Et il y en a un qui nous pose problème, c'est ce gender, là, le sexe, parce que si on veut que l'effet de la pub sur l'achat, on voit que gender influe sur la pub et sur l'achat. Donc en fait, il va fausser, il va agir sur les deux en même temps. Et pour avoir un modèle correct, il faudrait couper cette jonction-là. Et c'est ce qu'on va faire avec de la chirurgie de graphes. Et en faisant cette chirurgie de graphes, on va avoir un modèle d'intervention. Ce modèle d'intervention, c'est le fameux « toute chose égale par ailleurs » qu'on n'arrête pas d'entendre quand on est sur les bancs de l'école et on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Mais en fait, derrière, il y a toute une technique mathématique ici pour voilà, garder ce « toute chose égale par ailleurs ». Et là, on va pouvoir faire de l'intervention et estimer les effets. Et puis enfin, suite à cette estimation d'effets, on est capable d'affirmer scientifiquement quel est le tableau qu'il faut choisir. Donc on voit qu'on n'est pas du tout, dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Là, on est sur une technologie d'intelligence artificielle où le fantasme tombe, justement, qui est faite pour ça, qui a été conçu pour ça. Une autre approche des réseaux bayésiens, là, on a vu une approche expérimentale, on construit son modèle. Là, c'est une approche par machine learning structurée, c'est-à-dire on va donner les variables au modèle. Le modèle va trouver lui-même les proximités en termes de théorie de l'information entre les variables qui s'apportent mutuellement le plus d'informations. Là, j'ai mis en taille de cercle la quantité d'entropie, c'est-à-dire la quantité d'informations de chaque variable. Donc ici, ce sont des sociétés du SP500, le CAC 40 américain. Et tout de suite, on voit se dessiner, pour des personnes qui n'y connaissent rien, vous voulez investir à la bourse, vous avez des écosystèmes qui se dessinent. Et puis, pour des experts, ça confirme ou infirme leurs intuitions. Voilà, ils peuvent se dire, tiens, je ne savais pas qu'il y avait telle proximité informationnelle. Et donc, si je conclus, réseau bayésien pré-Turing en 2011, donc voilà, pour avoir encodé dans l'intelligence artificielle la capacité de pouvoir faire des raisonnements causaux. On parle de cerveau bayésien, souvent. Donc, c'est un moyen de favoriser la confiance. Ce que je disais au début, on a confiance en ce qu'on peut toucher et voir. Là, vous pouvez, le modèle, une fois qu'il est donné, vous pouvez dire, il me plaît ou il est bon ou il n'est pas bon, quoi. Et on peut discuter de ce qu'il en est. Et donc, c'est pour moi d'abord un outil de communication très puissant, et c'est pour ça que je fais de la vulgarisation auprès de tout type de public. On arrive à comprendre des concepts très compliqués grâce à des ronds et des flèches. On arrive à modéliser de la connaissance, c'est ce qu'on a fait là deux fois de suite, à comprendre ce que c'est la causalité et la corrélation. C'est un moteur d'inférence. L'inférence, c'est le calcul probabiliste qu'on a vu au début, la formule de Bayes, mais qui, dans, par exemple, le graphique du SP500 qu'on a vu, dès qu'on va actualiser une probabilité, tout va se calculer, donc tout va se propager dans le réseau, et on verra comment, si on a telle action à tel moment de données, comment ça va se propager partout. Et puis enfin, on peut faire du machine learning, du data mining structuré, donc voilà. Donc c'est une technologie qui permet de pouvoir répondre à cette problématique, à cette question qu'on se pose. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a, donc je vous ai mis là l'échelle de la causalité de Pearl, donc, où en fait, pour aller plus loin que le test de Turing, il propose de le décomposer en plusieurs étapes, association, intervention et contrefactuel. C'est en fait
demander à la machine de simuler des choses qui n'ont jamais existé. Parce que le machine learning, c'est bien, mais ça répète le passé. Et quand des cas nouveaux arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Merci, merci Manuel pour ton éclairage très intéressant. Je vais maintenant laisser la parole à François Hubert qui va pouvoir nous apporter un témoignage et nous montrer comment l'IA est utilisée à la BNP. Oui, donc en fait, la modélisation mathématique dans tout ce qui est activité de marché chez BNP, donc c'est quelque chose qui est assez ancien, donc qui a été développé dans les années 90 pour mettre un prix sur certains produits financiers, donc par exemple les contrats futurs, les produits dérivés, et arriver à gérer le risque de la banque. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement ancien, donc on a l'habitude de manipuler des modèles mathématiques. On a l'habitude d'arriver à quantifier un peu la confiance qu'on doit accorder à ces modèles, donc depuis quelques années. Mais bon, on n'utilisait pas à l'époque des modèles d'intelligence artificielle. Et il se trouve qu'on a des théories mathématiques qui fonctionnent assez bien et qui nous garantissent des résultats sûrs sans utiliser d'IA. Après la crise de 2008, on va dire, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont fait que la banque a dû se recentrer sur son cœur de métier, donc qui est le market making, donc animation de marché. Donc en d'autres termes, la banque n'a plus le droit de prendre de position pour d'autres buts que de faire circuler les produits entre ses différents clients. Donc dans ce contexte, la vente, donc les vendeurs de BNP, donc par opposition aux traders, deviennent un élément clé pour lequel on va pouvoir développer certaines applications d'intelligence artificielle pour améliorer leur efficacité, améliorer leur gestion de la franchise de clients, améliorer la gestion du flow de BNP. Donc peut-être pour prendre une image, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers d'une salle de marché, donc une salle de marché, ça fonctionne un peu comme un supermarché du produit financier. Donc quand on cherche à faire du market making, on a les traders qui disposent les produits dans les étagères, qui mettent un prix sur les produits, qui gèrent le stock, et on a les vendeurs qui tiennent la caisse et qui, en fonction du stock qui sont définis par les traders, contactent les différents clients et essayent de faire circuler les différents produits. Donc je vais peut-être insister sur quelques-uns de nos projets qu'on a pu faire et les remettre dans le contexte de cette table ronde. Donc pour moi, je pense que les deux facteurs principaux, c'est explicabilité et confiance, mais que ces deux facteurs sont à prendre différemment en fonction du projet que l'on cherche en gros à mener. Donc typiquement, nous on utilise l'intelligence artificielle pour assister les sales sur des tâches simples, répétitives à faible valeur ajoutée, donc en gros de l'automatisation. Donc ça peut être utiliser l'IA pour aller chercher la donnée alternative, donc que ce soit des news, des rapports d'entreprise, aller streamer toute cette donnée et aller en extraire l'information essentielle, ensuite envoyer une alerte si jamais il y a quelque chose d'important qui s'est passé. On utilise également des chatbots pour automatiser certaines tâches simples, donc c'est typiquement un client veut demander un prix sur un produit financier, donc nous on a notre bot qui va lire la demande du client, extraire les paramètres du produit financier qui sont demandés qui est requêté par le client et renvoyer un prix. Donc là, pour ce type de projet, en gros, on cherche vraiment à avoir un algorithme qui est la performance. On ne cherche pas forcément l'explicabilité, de manière à pouvoir passer en production et éventuellement automatiser l'ensemble du processus. Donc là, vraiment, on est vraiment dans une recherche d'avoir la précision maximale. Donc pour l'instant, on a des algorithmes qui fonctionnent assez bien. Et alors, comment vous mesurez justement la performance de vos algos ? En gros, donc il y a deux manières de regarder la performance des algos. Donc tout d'abord, on va dire fonctionnement classique, quand on entraîne un algorithme de machine learning, on a notre jeu d'entraînement. On va partitionner, on va faire de la cross-validation, donc on va avoir un certain score robuste parce qu'on aura fait différentes partitions, on aura calculé différents scores. Et donc on a un certain score qu'on peut ensuite communiquer à notre client. Donc ça nous donne une certaine... on sait à peu près comment notre algo va se comporter sur des données qui ressemblent au jeu d'entraînement. Et après, la vraie mesure de performance, c'est une fois que l'algorithme est live, arriver un peu à traquer ses performances. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, arriver à réagir tout de suite pour voir d'où ça vient. Et donc là, l'explicabilité, ça va plus être notre boulot d'aller voir où l'algorithme s'est trompé et pour essayer de remonter aux causes. Mais là, ça sera beaucoup plus technique. On ne cherche pas à fournir une explication à l'utilisateur, mais on cherche vraiment à arriver, nous, de manière assez technique, à remonter aux causes. Et donc là, on n'est pas limité par le choix de modèle, on peut choisir des zones de road, des choses, voilà, vraiment aller chercher la performance.
Et un autre type de projet où là on est dans une démarche un peu différente, c'est quand on utilise l'IA comme assistant virtuel pour l'accompagnement des clients et le traitement des axes du trading. Donc typiquement ça peut être, on a une application Omega qui ingère toute la donnée client, donc les requêtes qu'a fait le client, les deals qu'il a fait avec BNP, certaines données de marché. Donc on a une masse d'informations très importante et l'idée c'est de résumer cette information pour le vendeur et arriver à lui fournir un score d'intérêt du client pour certains produits. Et donc ensuite il va pouvoir décider d'appeler éventuellement ses clients si jamais on lui a dit tel client il va être très intéressé par tel produit. Donc là l'explicabilité est quelque chose de très important parce qu'on n'a jamais vu un vendeur qui va nous dire j'ai réussi à appeler mes clients parce que votre algorithme a donné un score important. Il ne va pas dire bonjour, il y a un robot qui me dit que tu seras intéressé. Bon, ça marche pas. Et donc là, on va plutôt privilégier. Donc là, ça va influencer le choix de modèle qu'on peut faire. Donc on va peut-être plus se concentrer sur des méthodes typiquement avec des arbres de décision où là, on arrive à décomposer la probabilité et à fournir une explication par rapport à un réseau de neurones. On va vraiment mettre l'accent sur essayer de comprendre comment le modèle fonctionne, arriver à un peu, pour chaque probabilité, remonter, décomposer la prédiction, arriver à analyser les impacts des features qui ont abouti au score final. Et donc là, fournir une explication. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de... Donc là, aussi sur les projets d'automatisation, on a quand même un engouement. Enfin, on fournit un service, c'est assez facile de voir c'est assez facile au vendeur de voir que le produit est efficace, qui va lui fournir un service. Là, il faut vraiment convaincre le vendeur que notre application est utile, qu'il faut qu'il l'utilise au quotidien. Donc là, il y a toute une démarche un peu marketing, et donc l'explicabilité fait vraiment partie de la manière dont nous, on va aborder les choses. On va leur expliquer que oui, l'algorithme est utile, et il faut qu'il l'utilise. Et donc la vraie confiance du modèle, ça va être quand un certain nombre de vendeurs vont faire le choix de l'utiliser, qu'il y a des résultats concrets qui vont sortir des trades qui vont être faits grâce à l'algorithme. Et donc il y a un dernier point peut-être sur cette notion de confiance, c'est que nous on travaille très près des équipes, donc personnellement j'ai pas forcément les compétences en finance, donc on est dans une interaction permanente avec les clients pour lesquels on travaille. Et donc l'idée c'est vraiment de prendre le feedback et montrer qu'on est réactif pour améliorer l'algorithme en fonction des retours qui nous sont faits. D'accord, très bien. Merci à toi. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe, qui va pouvoir nous éclairer sur l'utilisation de l'IA dans son domaine, donc dans le domaine non plus bancaire cette fois-ci, mais un domaine qui est proche. Vous êtes souvent amis ou ennemis parfois, domaine de l'assurance. Absolument. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte d'utilisation, nous effectivement de l'explicabilité ou de la compréhension des algorithmes, juste un retour en arrière sur mon background. Donc moi je suis ingénieur, je suis sorti d'école en 2000, donc à l'époque n'existaient pas les formations en machine learning, donc c'était plutôt les statistiques, les radiocommunications ou bien l'automatique. J'aurais bien aimé prendre à cette époque des cours de machine learning, mais ce n'était pas encore revenu dans les cursus. Donc 13 ans après, voyant arriver cette activité, comment est-ce qu'on fait pour apprendre le machine learning 13 ans après? On peut acheter des livres, mais à cette époque-là, c'était le début des MOOC. Donc c'était la façon pour moi de suivre ce fameux MOOC de Andrew Wang, également de Stanford, qui a formé, je crois, comme il l'a dit dans sa carrière, des millions d'étudiants au travers de ce MOOC. Et je crois qu'il a calculé que ça lui aurait pris 4000 ans s'il avait voulu faire promo après promo l'enseignement de ses élèves. Et ensuite, une fois cette théorie apprise, comment est-ce qu'on applique le machine learning quand on est dans une entreprise qui ne fait pas de la data? Eh bien, là est apparue la plateforme Kaggle, donc en 2013. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la plateforme Kaggle. Qui est-ce qui connaît? Voilà, donc il y a quand même pas mal de monde. Donc ça, c'est donc des challenges de pur machine learning qui sont publiés. Il y a de la vision, il y a du texte, il y a de la classification multiclasse, il y a de la régression, etc. Et en fait, cette plateforme, elle est hyper intéressante pour apprendre le machine learning. Mais alors, c'est à peu près l'anti-explicabilité
hein, c'est-à-dire que c'est le monde de la performance, du scoring, hein, donc on parlait de la cross-validation. Donc le gagnant est celui qui fait les prédictions les plus précises. On a à peu près 3 mois et donc on a jusqu'à la deadline, la date limite, un vendredi soir à 23h pour faire le meilleur exploit. Et alors ça pose deux problèmes. D'une part, si le challenge se termine à minuit 1, les data scientists qui ont participé mettent tous à peu près leur code à la poubelle et passent au challenge suivant, hein. Donc l'explication, la compréhension et alors encore moins la maintenabilité, la robustesse du code n'est absolument pas une préoccupation pour ce genre d'exercice. Et alors l'explicabilité, n'en parlons pas. Les forums n'étaient pas du tout intéressés. D'ailleurs, une anecdote, beaucoup utilisée à cette époque, il y a encore la librairie Scikit-learn, dont on peut être fier ici en France, développée par l'INRIA, et qui à l'époque, en particulier, où était apparue la partie Random Forest, ne permettait pas, vous savez, une fois le modèle entraîné, ou une prédiction donnée, de décomposer l'arbre de décision sur tous les poids, tous les arbres, pour permettre de comprendre finalement quelle variable a le plus influencé telle ou telle décision. Pourquoi ? Parce que les personnes qui avaient codé Scikit-learn n'avaient pas jugé bon lors du déroulement de l'algorithme, stocker les poids successifs, puisque seul le résultat finalement comptait, hein, la décision, mais remonter pour savoir comment était revenu, c'était pas du tout une préoccupation. Et je me souviens d'un pull request sur GitHub d'un data scientist qui demandait, tiens, ça serait bien dans Scikit-learn de pouvoir stocker les chemins de la décision pour pouvoir l'expliquer, et un contributeur de Scikit-learn de répondre, écoute, je vois pas à quoi ça pourrait servir, puisque ça ne va pas influencer le résultat, et voilà. Donc à l'époque, c'était 2015-2016, et est apparue effectivement à un moment donné la préoccupation de l'explicabilité. Donc là, on a vu apparaître différents types d'algorithmes d'explicabilité. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'expliquer. Il y a d'ailleurs des sceptiques de l'explicabilité effectivement du machine learning. Je parle même pas de la causalité. Ça, je pense que ça c'est acquis, que c'est pas possible. En tout cas, avec les techniques du machine learning dont je parle, mais je comprends que c'est possible avec d'autres techniques. Donc il y a eu différents algorithmes. Il y en a un, le dernier à la mode s'appelle SHAP, qui permet d'avoir une explication. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on utilise plusieurs de ces algorithmes d'explicabilité, parfois ils expliquent les choses différemment, hein. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a pas une seule façon d'expliquer. Alors nous, chez Zelros, une fois déployés chez les clients, donc effectivement nos scores sont utilisés par quoi ? Par des conseillers finalement d'assurance, hein, en agence ou par téléphone. Et donc notre outil permet de conseiller un produit, une option dans le produit et un argumentaire qui maximise les chances de satisfaire le client en face du conseiller, et donc de créer un objectif de vente optimal. On a travaillé sur l'explicabilité au début de façon assez triviale, c'est-à-dire qu'on donnait au conseiller la variable ou les variables qui expliquaient le plus la décision. Et donc là, on est arrivé à des choses du type, l'algorithme disait, par exemple, on avait le champ département, qu'on avait mis en variable d'entrée en bon data scientist avec la technique de one-hot encoding, c'est-à-dire de création d'une colonne par département. Et donc, il pouvait arriver que la variable la plus importante, c'était n'habite pas dans le département 31, par exemple. Donc on était en train, tout fier, de dire j'ai bien expliqué mon modèle à une personne qui allait devoir utiliser l'argument face à son client, qui est, vous savez quoi, c'est l'option numéro 3 de l'assurance que vous devez prendre parce que vous n'habitez pas 31, pas le département 31, et éventuellement vous avez, parce que le split, cet effet-là de l'algorithme, vous avez plus de 37 ans. Bon.
Donc ça, c'était pas satisfaisant parce qu'en fait, il y avait une décorrélation entre ce que le data scientist pensait être une explicabilité et ce que finalement l'utilisateur devait être en mesure d'actionner. Donc ça, c'est encore des travaux, voilà, qui sont ouverts, où je pense qu'il y a encore des champs de recherche assez importants. Une des façons d'adresser le problème, c'est déjà de donner de la transparence au niveau global de l'algorithme. C'est-à-dire qu'avant même de le mettre en production, alors on a même sur notre GitHub, vous pourrez aller voir, défini modestement ce que serait une sorte de standard ou de charte de documentation d'un modèle entraîné. Imaginez-vous un assureur qui, dans quelques années, aura 4772 algorithmes qui gèrent la gestion des sinistres, le calcul des prix, la relation client. Comment savoir que l'algorithme numéro 712 n'utilise pas de variables interdites par la RGPD et par certaines réglementations spécifiques d'assurance telles que la DDA, etc. Comment savoir que l'algorithme n'a pas été entraîné sur des données biaisées, peut-être avec une sous-représentation des jeunes ou une disparité entre les catégories socio-professionnelles. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir aller rechercher ce standard documenté qui est à la frontière entre un document très technique et un document juridique et qui permet à un auditeur de se prononcer sur effectivement cet algorithme. J'ai compris ce qu'il y avait dedans et je mets mon tampon. Donc ça, c'est une première façon de faire les choses. La deuxième façon, c'est la pédagogie. C'est vrai que nous, ce qu'on aime, c'est la technique et les mathématiques, mais l'IA en entreprise, c'est aussi beaucoup d'humains. Donc c'est aussi expliquer à des gens qui entendent parler de l'IA ou qui regardent des films de science-fiction ce que c'est ou n'est pas l'IA. Et enfin, troisième chose également sur lesquelles on travaille, c'est des choses aussi dont on s'est aperçu, c'est ces erreurs catastrophiques en fait de décision qui peuvent semer le doute définitif à l'utilisateur. Je donne un exemple. Chez certains assureurs, la bonne pratique est de ne pas proposer le plan d'assurance de base pour une personne qui a un pavillon et un jardin. Et la problématique, c'est que lorsqu'on a entraîné notre modèle sur des phénomènes réels, il peut arriver de temps en temps que le modèle propose la formule de base pour une habitation. Et donc c'est un peu comme, vous savez, un modèle de deep learning qui sait reconnaître les animaux le jour, alors mieux que les humains, le jour où il se trompe en disant c'est un hippopotame alors que tout le monde voit que c'est une girafe, en termes d'adoption par l'humain, ça ruine tout l'effort d'acceptation en fait du modèle. Donc là on est arrivé, alors c'est un peu de briquet de broc, mais à faire non pas modéliser ces contraintes. On y travaille, mais on n'a pas encore réussi dans le modèle, mais plutôt faire des contraintes en fait post-prédiction qui empêchent certains scénarios de façon à garantir avec un début de formalité finalement que des phénomènes ne peuvent pas apparaître. Voilà, j'aurai encore plein d'anecdotes et je pense que le chemin est encore long. On est parti du tout machine learning sans explicabilité à cette fois-ci du scepticisme et la volonté de tout comprendre en détail. Je pense que l'avenir est entre les deux. Et voilà, il y a un champ de recherche absolument colossal et intéressant. Je te poserai la même question que précédemment. Comment est-ce que tu arrives à mesurer la performance de tes algos? J'imagine que ça doit être des questions récurrentes de tes clients. Absolument. Donc donc il y a une performance effectivement en labo avant déploiement par cross-validation. Ensuite, une vérification sur le terrain sans le grand trousse, c'est-à-dire que là on utilise des techniques par exemple pour vérifier dans la multiclasse à 3 classes que la répartition des prédictions suivant les 3 classes est à peu près celle qui a été attendue en labo. Donc ça nous sécurise sur le fait que ce qui tourne en production et ce qui a été validé en labo, sachant que l'erreur humaine peut
avoir lieu, puisque la personne qui a fait le modèle peut être un data scientist et la personne qui a mis en production peut être un machine learning engineer, donc ça peut être une autre personne, et il peut y avoir un peu des problèmes au passage. Et enfin, effectivement, sinon des choses d'A/B testing, où pour une certaine population, on branche dans l'interface, alors pour pas qu'il y ait de biais du X, on garde la même comme UX, quelque chose en règle métier ou aléatoire, et pour une autre population, du scoring branché à la décision du modèle. Et on compare les deux. D'accord, merci. Je vais laisser maintenant la parole à la salle pour voir s'il y a d'éventuelles questions à poser à nos interlocuteurs. Ouais. C'est une question qui est un petit peu en marge et qui s'adresse à François Hubert. Comment ça se passe finalement est-ce que c'est pas difficile pour quelqu'un, vous êtes très jeune, pour intégrer tout de suite des fonctions dans une grande boîte en sortant de Polytechnique et immédiatement se retrouver dans le grand bain, si j'ose dire? Est-ce que ça se fait facilement? Est-ce qu'il y a des tentations ailleurs, des tentations de partir à l'étranger? Ou est-ce que c'est un choix de vie aussi que de rester et d'intégrer BNP? Alors c'est une question qui est un peu difficile. Je pense que ça dépend aussi pas mal de ce que souhaite faire chacun en sortant de l'école. Moi j'ai fait mon école d'application à Paris parce que pour des raisons personnelles je souhaitais plutôt rester sur Paris et en France. Et donc c'est vrai que la voie logique il y a quand même les grandes écoles françaises ont quand même un lien extrêmement privilégié avec les grandes entreprises françaises, donc on n'a pas trop de problèmes pour trouver du boulot, pour trouver du travail en France. C'est vrai que j'ai d'autres amis qui ont fait le choix de partir à l'étranger, d'aller il y a quand même des pôles d'excellence qui sont situés outre-Atlantique et qui font rêver lorsqu'on dans les grandes écoles. Après c'est vrai que c'est un choix de vie. On peut prendre d'autres questions dans la salle. Plus sur le sujet de la table ronde, peut-être. Non. Merci. Bon, c'est plus un commentaire qu'une question sur l'explicabilité. Je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Donc l'explicabilité, on ne va pas y arriver de façon très simple. Il ne faut pas laisser croire qu'on va trouver donc des explications simples à des décisions. Hein. Puisque, si vous connaissez un petit peu il est très difficile de mesurer dans un modèle aussi simple que par exemple la régression linéaire ce qu'est l'importance d'une variable. Il y a environ une dizaine de critères donc possibles pour mesurer l'influence d'une variable, et je ne parle pas de l'influence quand on prend deux variables concomitantes. Donc, là, il faut faire effectivement attention. C'est évidemment nécessaire d'arriver à quelque chose qui soit explicable, mais il ne faut pas toujours croire que l'on aura la véritable explication. Je partage à 200%. Oui, je partage aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a certains choix de modèles qui permettent de plus arriver à remonter à comment en interne il a fonctionné pour aboutir au score qu'on sort à la fin. Et donc je pense que c'est quand même aussi un choix de celui qui conçoit l'algorithme, de choisir les features qu'il met en entrée de l'algorithme, de choisir le modèle sur lequel il souhaite entraîner son... Ouais. C'est l'explication du fonctionnement du modèle et non pas l'explication du phénomène. Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est en fait remonter quand on veut comprendre, en fait, il faut remonter au modèle génératif. C'est la manière la plus sûre de pouvoir comprendre les données. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire une petite conclusion. Je dirais que, pour reprendre ce qui a été dit par l'ensemble des participants, je dirais que dans un monde de plus en plus compliqué et incertain, des algos d'IA explicables permettent d'accroître la perception de l'environnement, de sécuriser des choix, et en aidant à mieux faire la part entre l'émotion, c'est souvent le sujet, et la rationalité,
simplifier les tâches et aussi d'enrichir l'expertise de chacun grâce à l'interactivité. Chez iTrust, dont je n'ai pas parlé, mais dont je suis directeur commercial, notre IA pour la cybersécurité est basée à base de machine learning supervisé et non supervisé, c'est un point, mais surtout elle est enrichie avec des use cases métiers pour améliorer les modèles. Et ça c'est fondamental. Alors vous l'avez compris, les technos d'IA ne peuvent pas faire l'économie, selon nous, de l'expertise humaine. C'est ainsi que plus performante l'explicabilité et en contribuant à développer la créativité, la causalité, elles seront, et on l'espère, acceptées. C'est l'aspect confiance. J'ai dit et je vous remercie.